L'argent fait-il vraiment le bonheur? Luc, en racontant son histoire, est venu déconstruire cette idée, car issu d'une famille de millionnaires, il a manqué de beaucoup d'attention et d'amour, ce qui l'a conduit à des addictions comme le sexe et l'alcool. Alors comment combler ces manques-là sans passer par des extrêmes? Et je me suis retrouvé en quelque sorte fils unique d'une famille blindée, enfin faut dire la vérité. Et on n'a jamais vraiment eu à se plaindre, on a sûrement même eu trop à un moment et c'est ce qui a péché dans nos vies. En soi, le contexte financier dans lequel j'ai évolué, il a toujours été, principalement ma famille maternelle. Mais au moment en fait de la séparation, je me suis retrouvé qu'avec ma mère. Et après, on est parti vivre en Amérique du Sud. Et l'argent, à partir de mon déménagement, vraiment c'est comme ça que je le vois, l'argent a commencé à devenir mon oxygène. Et en même temps, c'est devenu mon assassin. Pendant 3 ans et demi, j'ai faké, sans le conscientiser, une vie parfaite. Les gens, et mes amis aussi, n'ont vu qu'un enfant riche profitant de son argent pour voyager aux 4 coins du monde. Ils m'ont vu dans des défilés de mode parce que j'ai terminé par être mannequin en Bolivie. Ils m'ont vu dans des grands événements. Ils ont vu une vie de luxe et une vie qui donne envie. Mais la réalité, elle était tout autre. Je dirais pas que j'avais pas d'amour, mais j'avais pas l'impression d'être correctement aimé parce que j'ai commencé à avoir des tonnes de relations avec plein d'hommes, enfin de garçons différents. En 2019, j'ai connu plus d'une centaine de partenaires alors que j'étais à peine majeur. J'avais conscience que ça me faisait pas du bien, mais je vivais plus que par les vices et les artifices. C'était la seule chose qui me maintenait en vie parce que sûrement que je comprenais pas d'où venait le malheur à ce moment. Que ça soit le sexe en abondance, l'alcool en abondance, la démonstration de l'argent en abondance, c'était les seules choses qui me faisaient tenir en vie. C'est pour ça qu'au final, je dis que l'argent était devenu mon unique oxygène parce que l'argent me permettait de susciter l'envie, l'argent me permettait d'acheter l'alcool et tristement, l'argent était l'unique chose pour laquelle les garçons venaient me parler. Donc tout ça, tout était lié à l'argent finalement. C'était l'argent qui alimentait mes vices. J'ai vécu pendant 3 ans un long suicide inconscient en Bolivie. Ma mère a vu mon mal-être et l'exemple le plus concret, c'est toutes les coucheries que j'ai pu avoir parce que c'était à la maison et elle les voyait passer, des fois 3 par jour. À aucun moment j'ai eu non ou stop. Je crois que c'était à la limite d'être malsain quand même notre relation. On était tous les deux à part de la réalité. Personne ne m'a jamais aidé. Je considère que j'ai appelé pendant 300 à l'aide, mais que jamais personne n'a reçu quoi que ce soit. Et je suis tombé en dépression et en anorexie. J'ai perdu 30 kilos en 1 an et je suis descendu jusqu'à 37 kilos en novembre 2018. Mais bien que les gens par contre voyaient que je maigrissais, je crois pas qu'ils conscientisaient le fait que j'allais pas bien. Parce que moi-même, je ne le conscientisais pas. J'ai pris l'alcool comme remède contre la tristesse et je pensais pas que ça allait avoir une aussi grande place, aussi jeune aussi, dans ma vie. Je buvais pas du tout pour la bonne saveur de la tequila parce que c'est vraiment infect. Mais j'avais mal, mais d'un côté, j'étais bien parce que j'avais l'impression de m'être éloigné de la réalité de ma vie. Et la réalité de ma vie, bien qu'elle était un mensonge, c'était ça la réalité de ma vie. C'était le mensonge dans lequel je baignais, dans lequel je m'étais totalement noyé. Et au final, j'ai sombré dans l'alcoolisme à 17 ans. Inconsciemment, je comprenais que j'étais pas très heureux et que j'avais peut-être dans ma vie que de l'argent. La vérité, c'est que j'aimerais comprendre aussi pourquoi il n'y a pas eu de sonnette d'alarme tirée. Mais la vérité, c'est que mon père s'est toujours énormément inquiété, malgré les 12 000 kilomètres, et que nos relations étaient de temps en temps un peu conflictuelles. Et alors que j'étais au plus bas de mon poids, il avait fait toutes les démarches nécessaires dans une clinique privée de Biarritz. Ma mère m'a dit que si je souhaitais rentrer en France, il n'y avait pas de problème, juste que j'essayais pas de la recontacter, mais que si je restais avec elle en Bolivie, il fallait que je coupe les ponts avec mon père. On m'a demandé de choisir entre mes 2 parents. Mais encore une fois, c'était pas un choix. Ça faisait 2 ans que je vivais une vie de luxe grâce à ma mère, que je m'étais forgé grâce à l'argent, que j'arrivais pas à avoir autre chose que la vie que j'avais. Donc ma mère avait totalement conscience de ce qu'elle me demandait. Déjà, je pense qu'on ne peut pas choisir entre ses parents et j'aurais préféré jamais devoir choisir entre mon père et ma mère. Mais j'avais 17 ans, je venais de réaliser tous mes rêves grâce à ma mère et donc j'ai coupé les ponts avec mon père, définitivement. La seule personne qui tempérait ma santé mentale et qui tempérait ce rapport que j'avais avec l'argent, je l'ai renié. Donc j'avais plus aucun pilier stable. Le seul pilier que j'avais, c'était l'éducation par l'argent qu'on m'avait donné et qu'on allait continuer à me donner. Ma mère avait réussi à me faire détester mon père pour aucune raison, juste parce qu'on m'avait formaté à le détester, je crois. Je suis rentré en France en 2020. Je continuais mes coucheries tout le temps. Le fait d'avoir eu autant de relations, ne serait-ce qu'une après-midi, qu'une heure, qu'un soir, enfin, je compensais en fait ce manque de père
par plein de partenaires différents et ça me permettait de tenir en vie. Je ne tenais réellement plus que grâce à l'alcool, aux hommes et à l'argent. J'ai compris que j'étais en train de me détruire et que quelque chose n'allait pas vraiment pendant le confinement. J'ai compris que on boit pas autant quand on est heureux, on couche pas autant quand on est heureux, on perd pas autant de poids quand on est heureux, malgré tout. Hein. Pareil, enfin, je le répéterai, je crois jamais assez, je crache pas sur ce que j'ai eu. Jamais. Et là, l'alcool a vraiment pris une importance capitale dans ma vie parce que je conscientisais vraiment ma tristesse. Mais il y a eu un moment de lumière dans ce confinement. J'ai fait la rencontre par hasard d'un garçon via les réseaux sociaux qui s'appelait Maxence. Il attendait qu'une chose, c'était de pouvoir être avec moi, de me voir. Et j'avais jamais reçu de l'affection d'un homme, d'amour de cette manière et je sais pas, ça m'a fait tout bizarre. Il a fait son coming out pour moi, à ses amis et à sa famille. Ça a été la plus belle preuve d'amour, je crois que j'aurais pu recevoir parce qu'il m'envoyait les messages qu'il avait avec sa mère. Et il écrivait pas qu'il était gay, il écrivait qu'il était amoureux d'un garçon. Et ça a fait toute la différence. Et je sais pas, j'avais enfin l'impression de me sentir vivant aux yeux de quelqu'un et de me sentir aimé. Pour la première fois, j'ai compris que j'étais en train de mourir depuis 3 ans et demi. Parce que d'être avec Maxence, ça me faisait vivre et je me rendais bien compte que je ressentais pas ça depuis 3 ans et demi. Et ça a été abominable. Ce moment de réalité, de comprendre que ça fait 3 ans et demi qu'on est en train de mourir et que la seule chose qui nous tient à la vie, ben c'est des vices, enfin. Et je l'ai compris parce que Maxence était la seule personne qui a réussi à me faire vivre alors que j'étais en train de mourir. Et oh. Au moment en fait où j'ai compris ça, j'ai compris que rester à Paris, ça allait me tuer de toute façon parce que j'allais jamais être aidé pour l'alcool et l'alcool m'avait déjà fait me mutiler. Parce que quand j'étais alcoolisée, c'était là en même temps où j'étais le plus consciente de la réalité. Et donc je savais que l'alcool à un moment donné allait avoir raison de moi. Donc je suis redescendue au mois de... Je suis redescendue le 19, je crois, juin. La réalité, c'était juste que je voulais vivre une dernière fois avant d'essayer de mourir. Parce qu'au moment où j'ai compris que j'allais de toute façon devoir rester à Paris, parce que j'avais jamais fait ce que je voulais, ma vie avait toujours été tout indiquée et je savais que ça allait pas changer. Donc avant d'essayer, peut-être de quitter ma vie définitivement, je voulais avoir vécu un tout petit peu auparavant. Et à ce moment-là, je me suis servi du fait de savoir mentir aux autres sur ma vie et sur mes réelles émotions parce que pendant 2 semaines, j'ai dû faire semblant d'être heureux de vivre alors que je préparais mon suicide. Je savais que le jour où je rentrerais sur Paris, j'allais essayer de me suicider. Le 3 juillet, arrivé à l'appartement, je suis parti m'acheter une bouteille. J'ai mis un des costumes qui m'avait été fait faire en Bolivie parce que je voulais être le plus beau dans mes derniers moments. Et j'ai dit à mes amis que j'allais dormir parce que j'étais fatiguée. J'ai appelé Maxence. Je me suis assis à ma table avec plein de médicaments et j'ai commencé à les prendre avec le rosé en plus. Là, j'ai perdu notion du temps. Il y avait une chose qui était sûre, c'était que je ne voulais pas mourir. Je voulais juste revivre. C'était en quelque sorte un dernier appel à l'aide. J'essayais juste d'enterrer un mensonge et d'enterrer 19 ans et demi de vie. C'est pour ça que l'appel à l'aide a été aussi brutal, parce que j'avais pas peur de mourir. Vraiment, je n'avais pas peur de ça. Mais vu que j'avais cette envie, néanmoins peut-être de vivre à un moment quand même, vers 21h30, ça je me souviens de l'heure. J'ai envoyé les lettres que j'avais préparées pendant mes vacances dans le dos de Maxence. De là, ça a toqué chez moi à Vincennes. C'était les pompiers qui étaient là. J'étais entre le coma, la réalité, j'étais plus grand chose. Là, j'étais vraiment en train de mourir de toute façon. Enfin, j'ai pris 80 grammes de médicaments avec toute une bouteille d'alcool. Et on m'a donc envoyé à l'hôpital dans la nuit du 3 au 4 juillet. 2 heures après, on m'a transféré en réanimation parce que je devais être greffé du foie. Mon foie était trop en danger pour qu'il y ait ne serait-ce qu'une solution miracle en quelque sorte à mon état. Le matin du 4 juillet, les docteurs m'ont annoncé que mon père était dans un train pour venir me voir. Je comprenais pas pourquoi il venait, parce que jusqu'au dernier moment, ma mère me l'avait fait détester. Donc j'ai pas compris pourquoi d'un coup il voulait s'occuper de moi alors qu'on m'avait mis en tête qu'il avait jamais voulu s'occuper de moi. Et pour la première fois en quelque sorte, j'ai entendu mon père pleurer. Il avait à l'autre bout du fil son fils qui était branché. Et autant ma vie avant ne tenait plus qu'à l'alcool, à l'argent et aux garçons, autant maintenant ma vie ne tenait plus qu'à des machines. Il y a eu un énorme blanc dans l'appel que j'ai eu. Il m'a dit « tu sais que je t'aime » et il a raccroché. Et il est arrivé et très naturellement, on a reparlé comme s'il n'y avait rien eu pendant 1 an et demi. Parce que ça servait à rien de venir remuer le passé
alors que on savait même pas si j'allais avoir de futur. Le matin du 3e jour, ils sont arrivés en me disant, enfin en expliquant à mon père et à moi-même, on comprend pas, il n'y a plus aucune toxine dans le corps de votre fils, tout s'est régulé comme par miracle. J'ai jamais été greffé, alors que médicalement j'aurais dû mourir. J'étais vivant, comme par miracle. Et donc vu que j'allais bien, on m'a transféré en service de psychiatrie. Et la psychiatrie, ça a été le meilleur moment de ma vie. Par contre, contrairement à la réanimation, parce que j'ai pu poser des mots sur ce que j'avais vécu, sur ce que je ressentais, on me donnait le droit de poser des mots. On me donnait le droit, en quelque sorte aussi, de me plaindre de ma vie. Je m'étais jamais autorisé à me plaindre ou à dire que j'étais triste. Parce qu'au final, le fait de susciter l'envie des autres, c'était retourné contre moi. Parce qu'on ne peut pas se plaindre de quelque chose que les autres envient. Je ne m'autorisais pas le droit de me plaindre parce que j'avais une vie de rêve, soi-disant. Mon père a été l'unique présent, et il est toujours, parce que ma mère m'a renié. Enfin, renier, c'est peut-être un peu fort, mais mon père a été l'unique présent à partir du 3 juillet 2020 parce que ma mère a arrêté de me parler à partir de ce moment. J'ai dépensé beaucoup d'argent avant de faire ma tentative de suicide et finalement ma mère s'est penchée que sur ça alors que j'étais en réanimation et son unique objectif, c'était de récupérer les cadeaux que j'avais pu faire pour se faire rembourser et récupérer l'argent. Elle a vidé mes comptes. Et ma mère, pendant la psychiatrie, demandait seulement des lettres de mes docteurs stipulant que j'avais fait des achats compulsivement avec une pensée suicidaire derrière de manière à ce qu'elle se fasse quand même rembourser. Mais à aucun moment elle a demandé si j'allais bien. Elle n'a jamais cherché à prendre contact avec moi. La première chose qu'elle m'a dit quand même quand je l'ai eu au téléphone en réanimation, ça a été « Si tu penses qu'il faut qu'on arrête de se parler, je comprendrai ». Je crois que j'avais vu la réalité de notre vie avec ma mère et mon geste, je crois, lui avait fait prendre conscience aussi de tout. Sauf que se remettre en question, c'est un énorme travail et ça fait très peur et je crois pas que ma mère était prête. Et donc, elle a pas pris de mes nouvelles. Ça a été quand même très très dur, hein, forcément. Et je suis sortie de l'hôpital le 28 juillet 2020. Ça a continué à être compliqué parce que j'avais, entre guillemets, 19 ans et demi de vie à changer de tout au tout. Je devais devenir un adulte rapidement. Parce que vu que j'avais plus ma mère, mais j'avais plus d'argent. J'étais pas à plaindre non plus parce que mon papa a toujours été là, hein. J'avais pas à me plaindre. Mais pour moi, j'avais plus rien parce que j'avais tellement eu que un confort financier normal, c'était rien pour moi. Mais par contre, avec l'envie de vivre et de réussir, je devais apprendre à vivre normalement. Et ça a été très compliqué au début. Au final, je considère que ma vie depuis ma sortie de l'hôpital psychiatrique, c'est une quête vers la résilience. Et j'ai compris que s'aimer soi, c'était l'une des choses les plus importantes. Et que ça allait être la chose la plus importante dans ma quête de résilience. Et maintenant, je me sens complet et surtout, je m'estime maintenant et je me considère comme tout le monde devrait le faire. Je considère que j'ai ma place et que j'ai le droit de vivre. Et ça me fait un bien fou. Parce que maintenant, c'est ça qui me raccroche à la vie. C'est l'envie de vivre et de continuer. Et je pense que le plus important dans ma quête de résilience, ça a été l'importance de l'écriture. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai écrit 150 pages en 3 semaines. En fait, j'écrivais ma vie. J'ai vraiment conscientisé la chance que j'ai eue de m'en sortir indemne et vraiment sans aucune séquelle. Je me suis dit que si j'étais pas mort, alors que j'aurais dû, c'était qu'il me restait encore des choses à vivre et à accomplir. Et j'ai pris ces 150 pages, je les ai imprimées. Et je me suis mis en quête d'écrire en quelque sorte une autobiographie, un témoignage. J'écrivais ma vraie histoire et je pouvais plus la faker et je pouvais plus la changer. C'était la réalité que j'écrivais et je l'ai écrit de manière universelle, bien que l'histoire reste personnelle, de manière à ce que les gens puissent s'identifier ou non, bien entendu, mais puissent essayer de comprendre et de rentrer dans mon histoire. J'allais bien. Et je me suis dit que je pouvais peut-être aider les autres à aller bien. J'avais jamais reçu d'aide nécessaire et j'ai considéré que mon livre pouvait être une aide, bien qu'elle remplacera jamais un psychiatre ou autre chose, hein, mais ça allait être mon aide à certaines personnes, de mettre un point final définitif à ma vie d'avant. J'ai été très fière de moi parce que pour la première fois de ma vie, j'avais fait quelque chose pour moi-même et par moi-même. Je partais de rien. J'étais un énorme enfant et j'ai enfin le sentiment d'être devenu un adulte. Et c'est génial.